Bonjour à tous et bienvenue pour ce sprint 8 qu'on a commencé le 31 janvier et qu'on termine aujourd'hui le 24 mars. Vous voyez sur les slides qu'il y a un petit icône qui indique que c'est un sprint technique. Donc du coup, on va un peu rentrer dans la technique, on va essayer de quand même être compréhensible malgré le fait qu'on rentre dans des détails qui ne sont pas forcément des fonctionnalités. Mais on vous a déjà fait part du fait que on souhaitait quand même que de temps en temps, on soulève le capot pour qu'on vous explique comment fonctionne un peu le moteur et tout ce qu'on est obligé de faire pour que ce moteur tourne bien. Et donc, c'est un peu le cas aujourd'hui, sachant que on a entamé depuis un certain temps une période qui va bientôt se terminer et qui consiste à rattraper pas mal de retard qu'on a sur nos applicatifs aussi bien du point de vue matériel que du point de vue logiciel. C'est des opérations qui sont relativement importantes pour nous, qui peuvent être lourdes, comme l'une d'entre elles l'a été, mais je vais y revenir. Euh, donc du coup, on vous en fait part. Et puis bien sûr, bon, on consacrera quand même une partie de ce sprint à vous parler de nos actualités, en particulier le moissonnage pour le SGBU. Voilà. Donc Fred, je te passe la main pour que tu nous parles de l'animation de la communauté. Oui, merci Dom. Bonjour à tous. Eh bien, on va commencer justement par l'actualité du SGBU avec les webinaires pour la campagne 2025 qu'on a mis en place avec Thomas. Donc, eh bien, les webinaires sont programmés. Vous le verrez un petit peu après, on a publié un article de blog avec un rendez-vous spécial pour la présentation du tableau de bord SGBU qui a lieu en général les lundis après-midi. On vous a remis le lien du blog justement où vous pouvez connaître les dates de ces webinaires. Il faut savoir qu'on envoie aussi à la liste de diffusion EasyMesure chaque semaine le lien unique qui vous permet d'assister à ces webinaires autant de fois que vous le souhaitez pour bien justement vous imprégner de ce tableau et puis savoir comment remplir les 7 indicateurs des ressources numériques. Et justement, dans le blog, vous voyez que l'actualité, on a le logo SGBU qui s'affiche un petit peu partout, puisque on vous guide justement pour bien réaliser au mieux cette opération de renseigner ces indicateurs des ressources numériques. Et en particulier, eh bien, on vous fait des rappels pour bien saisir vos identifiants dans EasyCounter, pour lire les matrices, les nouvelles matrices. Vous avez pu remarquer que l'interface a changé depuis quelque temps et que vous avez des informations supplémentaires dans les matrices qui sont intéressantes à savoir. Voilà, donc on vous explique tout ça dans le blog. Et puis aussi, il y a un petit article qui concerne quand même EasyParse, qui vous permet de connaître la mise à jour des plateformes que nous réalisons régulièrement dans les journées parseurs. En particulier, c'était EBSCO, la plateforme EBSCO qui a été mise à jour grâce à un collègue Cyril Leroy de Limoges qui nous a aidé à mettre à jour cette plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter le blog pour connaître toutes ces actualités. Et puis on parle aussi des tableaux de bord génériques pour 2025. On a fait quelques petites modifications sur ces tableaux et notamment dans les descriptions que vous pouvez voir dans les menus dashboard de la partie Kibana, donc la partie Kibana qui vous permet de visualiser donc tous ces tableaux de bord génériques. On a un petit peu modifié les tableaux et il y aura d'autres modifications qui vont venir par la suite. Donc voilà, cet article vous permet de connaître la liste de tous les tableaux de bord à la fois EasyParse et EasyCounter. Et donc, bien, si vous vous rendez compte que vous avez par mégarde effacé un tableau de bord générique, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra vous le recharger automatiquement dans votre espace. Et je vais donner la parole à Thomas qui va nous faire un petit résumé pour ceux qui étaient d'ailleurs présents la semaine dernière au Printemps Couperin, un petit résumé de ce qui s'est passé pendant ces 3 jours.
Enfin, surtout pour ceux qui n'étaient pas présents, à vrai dire. Non, C'était mais je vois qu'il y a des gens qui sont présents, qui étaient présents, que j'ai vus en photo et qui sont là aujourd'hui à la sprint Oui, non, review. mais du coup, je vais pas leur redire ce qu'ils ont déjà entendu. En plus, ils m'ont suivi toute la dernière journée là. Donc, bah, on était réunis pour la première fois depuis plusieurs années, depuis avant le Covid, à vrai dire. Couperin a réuni l'ensemble de ses établissements membres et l'ensemble des collègues qui ont pu nous rejoindre, parce que les contraintes budgétaires étaient telles qu'il y a beaucoup de collègues qui n'ont pas pu faire le déplacement, malheureusement. Donc on a organisé 3 jours pour montrer un peu l'étendue des activités du consortium au sens large sur tous les dossiers qui nous occupent au quotidien, des dossiers à la fois très opérationnels, des dossiers plus prospectifs, des dossiers politiques. Donc c'était un grand rassemblement comme ça pour voilà, se refaire consortium en quelque sorte. On a appelé ça le printemps Couperin, donc sur 3 jours. On essaiera, je crois, le président de Couperin l'a dit en conclusion, d'organiser un rendez-vous plus régulier. Alors peut-être pas à ce format-là, peut-être un poil plus court. 3 jours, assez intense et long. Euh, Chaque journée avait une ou deux thématiques distinctes qu'on a pu aborder avec toute une variété d'intervenants. Donc voilà, on sort de ça lessivé mais très content d'avoir fait l'effort. L'équipe Readmetrics a été très bien représentée le troisième jour. Donc la troisième journée, elle était orientée indicateur. Elle était organisée en 2 temps. La première partie de la journée, c'était pour parler du standard Counter 5 et de sa nouvelle version 5.1 en particulier qui est en vigueur là depuis le début de l'année et que les éditeurs commencent à produire selon leurs moyens et selon leur calendrier propre. Donc on a les techniques de l'ingénieur et les EDP Sciences qui sont venus nous parler de à quoi ça ressemble concrètement quand on est un éditeur de produire ces fameux rapports, de les mettre à disposition, de faire en sorte que les choses soient bien calées. On voit qu'il y a d'assez grandes différences dans les moyens qui sont disponibles, le genre d'impact que ça a sur leurs activités régulières. Ensuite, on a Tasha Mellins-Cohen, qui est la coordinatrice de Countermetrics, qui est venue nous faire un point d'horizon sur Counter 5.1 et comment ça se présente et comment c'est organisé. Et puis ensuite, on a passé la deuxième partie de la journée avec les établissements du consortium et sans les éditeurs pour faire un point de travail interne et pour que les collègues qui sont en établissement nous montrent concrètement qu'est-ce qu'on fait avec ces outils, qu'est-ce qu'on fait avec ces données, qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Donc voilà, je remercie à nouveau chaudement à la fois tous les collègues qui ont participé à l'organisation de ces journées, hein. Je pense à Henriette par exemple qui est là aujourd'hui, il y en a sûrement d'autres mais je ne les ai pas tous sous les yeux. Et puis les collègues qui sont venus nous montrer, qui ont fait l'effort de nous montrer voilà, à quoi ça ressemble le Readmetrics quand on est en établissement. Donc la collègue de l'UPHF, Séverine, et puis les deux collègues de Lyon 1, Delphine et Marie-Hélène, si je ne m'abuse. Oui. Euh, et puis voilà ce que je peux en dire. Alors oui, pour les collègues qui n'ont pas pu être là, on va faire on va mettre les supports en ligne. Donc toutes les présentations des présentateurs et présentatrices seront mises en ligne rapidement sur le site ScienceConf. Et on a fait une captation vidéo aussi qui sera mise en ligne probablement sur la chaîne Canal U du consortium dans les prochaines semaines. Enfin, on fera de la communication autour de ça. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc 3 journées très intenses, dont la dernière journée centrée sur les indicateurs et pas mal sur Readmetrics du coup. Et oui, sans oublier les collègues du ministère qui sont venus nous parler des campagnes ESGBU et de ce qu'on fait de ces données, de ce qui est fait de ces données et de pourquoi c'est important qu'il y ait une continuité sur plusieurs années. Donc là, euh, les collègues du ministère ont des archives assez conséquentes et puis ce que ça représente quand on passe d'un format de stade d'usage à l'autre, au moins pour le volet usage numérique, et de comment est-ce qu'on gère les cassures dans les données qui sont récoltées, etc. Enfin, tout ça était très intéressant. Bah, je m'arrête là pour pas spoiler plus le contenu et puis vous encourager à regarder dans les supports quand ils seront mis en ligne à la fois les, les PDF, les PowerPoint et puis les vidéos dès qu'elles seront accessibles. Fred, je te laisse prendre la suite. Oui.
Merci Thomas. Eh bien, je vais donner la parole à Dom qui va justement nous parler de cette migration matérielle. Ouais, bon, des choses un petit peu moins fun, mais importantes. Donc oui, c'était pour vous raconter l'histoire de cette migration matérielle qu'on a fait en février. Donc qu'on devait faire depuis un certain temps. Donc vous savez qu'en fait, bah, nous, on est ici à l'INIS CNRS et on est hébergé par l'infrastructure INIST qui nous met à disposition, enfin on opère pour le CNRS un certain nombre de choses. On opère pour Couperin aussi EasyMesure et puis la suite Readmetrics. Et donc cette infrastructure évolue et elle doit évoluer. Récemment, bah, il y a eu carrément un data center qui a été construit sur le site Jean Zay, sur lequel on est localisé et qu'on doit intégrer. Et pour répondre aussi à cette intégration, eh ben, il faut qu'on adapte nos OS et notre infrastructure pour pouvoir migrer migrer toute l'informatique INIST vers ce data center. C'est encore pas fait, ça sera fait, je pense, au cours de cette année. Euh, donc le contexte, c'est que bah, c'est EasyMesure qu'on a mis en place en 2016. EasyMesure, bah, pour certains d'entre vous, vous en servez tous les jours. En tout cas, dans le cadre d'EasyParse, des établissements qui ont installé un EasyParse et qui ont automatisé leur traitement, bah, il y a des chargements qui se font de façon quotidienne. Donc, c'est une application qui est basée sur une API Node, une interface web en Vue.js pour ce qui est de ce que vous voyez. Et puis, derrière tout ça, il y a un cluster élastique. Ce cluster élastique, il est actuellement en version 7.14 et donc il comporte ce qu'on appelle des nœuds sur des machines différentes pour pouvoir répondre à la ressource qui sont sur un OS qui est en Ubuntu 18. Donc en résumé, c'est un applicatif qui est âgé et qui a une relative dette technique d'un point de vue infrastructure. Donc c'est aussi pour nous un gros frein aux évolutions, c'est-à-dire que comme tout ça est des installations qui ont été faites manuellement et donc qui se mettent à jour aussi manuellement, tout ce qui doit être fait de façon manuelle est plus lent et plus sujet à des erreurs et donc bah, c'est des freins. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Et pour faire cette migration, il fallait pas il fallait que ça se passe bien de toute façon. On s'est fixé des objectifs à cause de ces connexions quotidiennes des utilisateurs, à cause de ces chargements automatisés. C'était hors de question que ça dure trop longtemps. Donc il fallait absolument que ça se passe sur une journée. Et a priori, on savait pas trop combien de temps ça pouvait prendre. Et sachant que tout ça est réparti sur différentes machines. Donc différentes machines, quand on les éteint ou quand on les allume, c'est pas possible d'allumer tout en même temps ou d'éteindre tout en même temps. Forcément, il faut que ça se fasse une par une et il faut entre guillemets prévenir l'applicatif. Voilà, pour que ça se passe bien. Ce qu'on avait aussi comme objectif, c'est de pouvoir faire des mises en production qui respectent les nouvelles pratiques. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, on est hébergé à l'INIST, nos collègues qui gèrent l'infrastructure, eux aussi font évoluer leurs pratiques, font évoluer toute cette infrastructure et on doit pouvoir répondre à leurs demandes en termes de bonnes pratiques. Un objectif important aussi, c'était de gagner en temps de réponse, c'est-à-dire que si on a des machines qui sont à jour, elles sont plus performantes, et en espace disque, parce que vous allez le voir, on avait plus de machines, et puis notre espace disque est en croissance, enfin nos besoins en espace disque est en croissance permanente, sachant qu'actuellement, typiquement, le cluster élastique, il occupe 2 Tera de données, donc pour nous, c'est quand même relativement important, il faut gérer ça. Voilà, donc voilà les objectifs. Quels moyens on avait à disposition?
Donc, comme je viens de le dire, l'applicatif tourne sur 5 machines et pour notre cible, ben, c'était 6 nouvelles machines, donc dans une nouvelle configuration qu'on appelle Docker standard. Et puis une machine aussi qui nous permettait de partager un espace disque en ce qui concerne les données. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu le moyen de pouvoir avoir en parallèle 2 clusters élastiques qui pouvaient communiquer entre eux via un espace disque partagé, ce qui était assez confortable. Bien sûr, on avait l'équipe, nos 3 développeurs, Léo, Yannick et Tom, une déployeuse qu'on remercie, hein, Florence. Et puis les 2 ASR, Sylvain et Michel, Sylvain, lui, gère plutôt l'accélérateur, Michel gère les sauvegardes. Et donc, il fallait pouvoir se coordonner entre tout le monde pour que on chacun sache ce qu'il avait à faire et le fasse au bon moment. On avait donc comme outil Trello, bien sûr, le Trello qu'on utilise tout le temps depuis des années, et puis un nouvel outil qu'on a mis en place, Outline, qui est relativement pratique on s'en sert en particulier pour faire de la documentation et de la documentation partagée et interactive. Voilà les moyens. On s'est aussi posé des questions. Donc là, comme je le disais, on avait une infrastructure en double, donc c'était relativement confortable. Donc, pour se dire, on va pas avoir de stress pour le jour J, on va pouvoir basculer de l'une à l'autre en ne faisant que ce qui est nécessaire juste le jour J. Donc pour ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est que sur notre applicatif, on a déterminé ce qu'on appelle les parties chaudes des parties froides. Les parties chaudes, c'est ce qui bouge rapidement au quotidien, tout le temps, enfin voilà. Et les parties froides, c'est ce qui est plutôt archive, qui ne bouge pas, c'est typiquement les index des années passées qui prennent beaucoup de volume, mais qui ne vont pas bouger. Donc on peut traiter différemment ces différentes parties et en particulier répéter la manipulation et puis traiter les parties froides avant, parce qu'en fait, comme elles ne bougent pas, on peut les transférer d'avance. Par contre, les parties chaudes, c'est ça qui va être traité au moment où on va faire juste la bascule. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a tout noté. Parce qu'en fait, c'est difficile d'anticiper toutes les opérations qu'on va avoir à faire, parce que quand on fait les opérations, des fois on a des petits messages d'erreur, on dit ah oui, tiens, on a oublié de faire ça, etc. Donc au fur et à mesure où on faisait nos répétitions, on notait tout. Voilà. De façon aussi, la façon de noter était orientée pour qu'on puisse les rejouer de façon relativement simple. Typiquement, quand on avait une commande à exécuter, on la notait telle qu'elle, de manière à pouvoir faire un copier-coller. Donc, comme je disais aussi, comme on avait cet espace partagé entre les différentes machines, on a pu avoir en parallèle les 2 clusters. D'un côté, on sauvegardait et de l'autre, on restaurait. Le temps de sauvegarde et le temps de restauration, on a mesuré ces temps de manière à être sûr qu'on pourrait respecter le timing en se disant pas plus d'une journée. Donc, on se doutait que ça pourrait tenir, mais encore fallait-il le vérifier. Et donc là, on était sûr puisqu'on avait pu le vérifier. Voilà. Donc toutes ces opérations de réflexion, enfin toute cette réflexion pour que l'opération se passe bien. Le slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Et là, je passe la main à Léo qui a participé à la préparation et qui va vous commenter le schéma en fait, qui représente un peu ce qui se passe, notre configuration. Oui, alors bonjour à tous. Donc dans cette slide, en fait, ça va surtout illustrer en fait tout ce qui s'est passé et comment on l'a fait. Donc à gauche, j'ai fait un schéma qui explique, enfin qui va montrer les liens qu'on a fait entre les 2 environnements qu'on a eu pour travailler lors de cette migration-là. Donc on voit à gauche l'ancienne production, donc où vous y étiez dessus depuis 2016 si je me trompe pas. Donc on avait déjà nos 4 nœuds élastiques avec une machine qui contenait EasyMesure. Ensuite, au milieu, on a la machine NFS, donc qui a servi de transfert pour les données. Et donc à droite, l'actuelle production, donc avec les 5 nœuds élastiques, dont on a plus de stockage maintenant, et une machine EasyMesure. Donc on a écrit le détail de la procédure de migration sur l'outil Outline, donc qui permet d'écrire de la documentation. Donc je ne vais pas détailler ce qu'on a écrit dedans,
Mais vous pouvez voir qu'on a fait beaucoup de choses et qu'il y avait beaucoup de choses à faire. On a écrit plus d'une dizaine d'étapes et donc cette procédure, elle pourra être amenée à être réutilisée vu qu'actuellement on déploie avec Docker en Docker standard. Mais ce qu'on vise sur le long terme à Linist, c'est de déployer sur l'outil Kubernetes d'ici quelques années. Et lorsqu'on sera prêt pour passer à cette nouvelle technologie, on pourra réutiliser cette procédure-là. Donc on peut passer à la prochaine slide. Donc en conclusion de cette migration, donc on avait une bonne méthodologie puisqu'on a pu travailler en ligne, donc en télétravail et en présentiel. Donc les répétitions, elles ont été très bénéfiques, du coup, puisqu'on avait moins de stress, on était très bien préparé. Et le fait de répéter, en fait, on a retrouvé des choses à faire qu'on n'avait pas pensé, et ça a réduit beaucoup le nombre d'imprévus. On a aussi pu maîtriser notre temps, vu qu'on avait déjà pu migrer les index froids, donc les index qui ne bougeaient pas. On avait déjà une information sur la vitesse de migration des données, et on avait pu estimer aussi le temps de migration complète, qui a duré à peu près moins de 4 heures. Et donc, même en envoyant des messages aussi aux utilisateurs en amont, en informant qu'on allait couper EasyMesure le temps de la migration, on avait quand même des utilisateurs qui étaient là, qui travaillaient sur EasyMesure et qui voulaient se connecter, et qui étaient également là lorsqu'on a fini la migration. Et grâce à ces utilisateurs-là, qu'on remercie, ils nous ont rapidement remonté les petits bugs résiduels qui traînaient. Et on a eu notamment quelques imprévus, donc, mais qui n'étaient pas énormément bloquants pour les utilisateurs et qu'on a pu fixer rapidement dans la journée. Donc je vais laisser la main à Tom qui va nous parler de la version d'EasyMesure en vue 3. Effectivement, puisque maintenant que la migration matérielle et architecturale a été faite, il était possible de pratiquer des mises en production plus fluides avec les déployeurs, comme on en a parlé plus tôt, et en particulier pour une mise à jour importante de la librairie, comme le passage de Vue 2 à Vue 3, dont on vous parle depuis septembre, puisqu'effectivement vous avez parlé que cette Vue 3, enfin la librairie Vue, c'était une bibliothèque qui était centrale dans nos applications au sein de l'équipe, que d'autres bibliothèques dépendent aussi de Vue, comme Vuetify ou Nuxt, et que tout ce beau monde a décidé de repartir sur des bases saines. Donc nous aussi, on a décidé de tout cramer pour repartir sur des bases saines. Et donc, à la prochaine slide, on va pouvoir voir donc cette version Vue 3, DigiMesure et DigiReport est maintenant disponible depuis quelques semaines. On en a profité pour revoir certaines interfaces, ajouter des fonctionnalités, corriger des bugs, réduire la dette technique d'EasyMesure, mais aussi de simplifier et nettoyer le code d'EasyMesure en retirant notamment des fichiers inutilisés ou en rangeant proprement chaque composant. Et en ce moment, c'est la campagne ESGBU, donc les webinaires sont surtout focus sur le SGBU, mais il y aura des webinaires pour montrer les nouvelles fonctionnalités vers mai-juin. En parlant de moissonnage, je vais quand même vous présenter une petite nouvelle fonctionnalité qui est dans la matrice de moissonnage de vos identifiants. On peut retrouver les rapports non supportés par un éditeur directement dans cette matrice. Donc on a deux états, le rapport non supporté mais la déclaration éditeur. Donc là c'est tout simplement la plateforme qui dit ne pas supporter, en l'occurrence AlenPress dit ne pas supporter le DR et le DRD1. Mais après des moissonnages successifs, on s'est rendu compte que AlenPress ne supporte pas non plus le TRB1, on n'a jamais réussi à le moissonner. Donc on a des outils en interne pour le marquer comme non supporté, et c'est un constat EasyMesure. En parlant de moissonnage, on en est où? Eh ben on en est que le cours en 2024, on l'a terminé en décembre, et c'est 378 moissonnages au cours de l'année, 22 sessions, 114 établissements, et on se concentrait surtout sur les données qui arrivaient, donc les 3 premiers trimestres de 2024, puisque le moissonnage de tout 2024 est rentré dans le cadre de l'ESGBU, et qu'au 17 mars, on avait 209 moissonnages, 9 sessions de moissonnage, et on avait couvert 111 établissements sur les 150 qu'on prévoit. Donc il en manque encore à peu près 40, et justement, c'est pour ça que le 17 avril, on va remoissonner tout le monde. Donc, slide. À cette date, donc le 17 avril, on lancera un moissonnage généralisé en incluant tous les établissements afin d'obtenir le maximum de données 2024 dans le cadre de l'ESGBU toujours. Donc, afin de maximiser la réussite de ce moissonnage, merci de bien tester les identifiants, de désactiver les identifiants invalides et de valider votre saisie d'ici le 17 avril.
En parallèle de tout ça, on a identifié certaines plateformes comme problématiques. Alors surtout en interne, mais à terme, ce sera visible par vous aussi. Puisque lors de la dernière sprint, on vous avait présenté des outils pour agréger les différents problèmes qu'on rencontre quand on moissonne. Après 2 mois de moissonnage intensif, on a pu identifier plusieurs problèmes, dont certains ont été communiqués aux éditeurs et à Counter. Donc sur les 208 points d'accès que EasyMeasure enregistre actuellement, on en considère 103 comme problématiques. Problématique, ça veut dire qu'il y a un problème qui soit tout petit. Par exemple, il y a un rapport qui n'est pas supporté alors qu'il est annoncé comme tel, ou juste on n'arrive pas du tout à moissonner la plateforme. Et sur ces 103 plateformes problématiques, qui ont chacun un ou plusieurs problèmes, on en a remonté une centaine déjà à Counter et ou aux éditeurs. Je vais faire une petite parenthèse côté Easy Report pour revenir à Vue 3, puisqu'on a migré les 2 applicatifs en même temps à ce niveau-là. On a aussi quelques évolutions. Côté administration, on a un meilleur éditeur de modèles, une meilleure gestion des formats dans Easy Report directement, dans le sens où avant c'était un petit peu on récupère les données telles quelles et on fait les modèles autour. Maintenant il y a un format unifié en entrée du rapport et en sortie qui permet de simplifier un petit peu justement toute la gestion du modèle. Et on a aussi de meilleurs outils pour surveiller le bon déroulement des générations. La mise à jour apporte aussi des simplifications côté utilisateur, à la prochaine slide, notamment dans la génération de rapports, ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme une description pour expliquer pourquoi ce rapport existe, ou l'ajout de filtres par rapport dans les fonctionnalités avancées. Et je vais passer la main à Yannick qui va nous parler d'une correction sur la page de mot de passe oublié. Oui, donc on a profité de la migration logicielle pour corriger un souci qu'on avait identifié depuis quelque temps déjà, qui nous a été remonté par plusieurs utilisateurs, à savoir que lorsque l'on réinitialisait son mot de passe, ou plutôt quand on essayait de le réinitialiser, la page de réinitialisation pouvait déboucher sur une erreur ou éventuellement sur des comportements inattendus, en particulier lorsqu'on essayait de réinitialiser son mot de passe alors qu'on était déjà connecté en tant qu'une autre personne sur EasyMeasure, auquel cas le mot de passe pouvait être défini dans le mauvais compte. Donc ça, c'était un problème qui était dû à des conflits de tokens JWT. Donc il faut savoir que les tokens JWT, c'est ce qui vous authentifie auprès d'EasyMeasure. Il y en a un qui est utilisé, stocké dans votre navigateur lorsque vous vous connectez de manière classique. Et il y en a également un dans le mail qu'on vous envoie quand vous voulez réinitialiser votre mot de passe, pour savoir quel compte vous voulez réinitialiser. Et donc ces 2 tokens-là est rentré en conflit, ce qui pouvait générer des erreurs. Donc maintenant, le token de réinitialisation, il a été bien séparé. Il a son propre secret, il est plus transmis de la même manière, ce qui fait qu'on n'a plus de conflit et cette page va maintenant bien mieux. Et on en a profité également entre-temps pour régler quelques soucis qui ont été introduits par la migration. C'est ce que Léo disait plus tôt. Et j'en profite notamment pour remercier nos collègues de Strasbourg qui nous ont permis d'identifier les soucis rapidement et de les corriger très rapidement après la migration. Ensuite, un peu en marge de nos applications phares, si on peut dire, on a mis à jour l'extension EasyLogger. Alors EasyLogger, je vais faire un petit rappel parce qu'on n'en parle plus beaucoup. Donc c'est une application qu'on utilise beaucoup, mais surtout en interne et en support maintenant, et qui nous sert à vérifier le bon fonctionnement des parseurs dans EasyParse. Donc c'est une application qui capture le trafic Internet de votre navigateur et qui permet ensuite de l'analyser avec un EasyParse pour vérifier que tout fonctionne bien. Et donc cette application, elle dépend d'une extension de navigateur, et il se trouve que cette extension-là a récemment été désactivée des stores, notamment parce que, comment je dirais, le fichier descriptif de cette extension qu'on appelle le manifeste, qui jusque-là était en version 2, doit maintenant être en version 3. C'est devenu obligatoire dans les stores.
Donc on a dû faire une petite passe sur l'extension pour passer le manifeste en version 3 et on en a profité pour ajouter une petite feature qui nous manquait, à savoir la possibilité de capturer les requêtes qui sont redirigées. C'est-à-dire, typiquement, quand vous allez sur une page, genre, je sais pas, vous allez sur google.com, ça va vous rediriger vers www.google.com. Cette requête intermédiaire n'était jusqu'ici pas capturée, ce qui pouvait nous ennuyer chez certains éditeurs particuliers. Donc maintenant, c'est chose faite. Donc l'extension a été mise à jour, la version Firefox est disponible et on est en attente pour la republier sur le store, le Google Web Store. Donc je vais Et passer la main à Léo. donc, c'est encore à moi. Et donc du coup, durant ces sprints, donc du coup, j'ai aussi travaillé sur le miroir Unpaywall. Donc pour rappel, c'est un miroir Unpaywall qui donne les informations open access des ressources électroniques. Donc c'est utilisé par EasyParse et Click and Read. Donc durant cette sprint, Easy Unpaywall est passé en 1.4.3. Donc j'ai corrigé 2 bugs. Donc on avait un problème sur le format des logs pour la mesure d'usage et on avait aussi un bug sur le bouton d'exécution pour faire des enrichissements sur le démonstrateur de l'interface web. Mais en fait, durant ces sprints, j'ai aussi surtout travaillé sur des outils en fait qui vont augmenter la qualité de code et la qualité logicielle. Donc en fait, j'ai travaillé sur l'utilisation de mock dans les tests. Alors je vais expliquer rapidement ce que c'est qu'un mock. En fait, ça permet d'exécuter les tests sans démarrer l'application. Il faut savoir que ici Unpaywall, il est connecté à plusieurs acteurs. On a un Elasticsearch pour le stockage des données, une base de données Redis pour les clés d'API, et pour obtenir les fichiers de mise à jour, du coup, Easy Unpaywall, il est connecté à l'API d'Unpaywall. Et donc en fait, les mocks, ça va viser à simuler l'usage de ces acteurs-là, sans pour autant les démarrer, et ça permet d'exécuter les tests sans démarrer l'application. Et en fait, tout ça, ça va permettre plusieurs choses. Donc premièrement, d'avoir les tests qui sont plus rapides, ils sont automatisables, donc on pourra plus facilement les utiliser avec notre instance GitLab. Donc GitLab, c'est juste une forge logicielle qui permet d'exécuter des tâches automatiquement sur le code. Donc c'est une forge qu'on a à Linist. Et aussi, on va pouvoir utiliser des modules de couverture de code. Et donc on peut voir sur ces slides à droite, j'ai mis des rapports de couverture de code, et ça permet de voir les lignes de code qui n'ont pas été testées dans l'application. Et ça va permettre aussi de cibler les tests qui nous restent à faire sur le code. Donc on peut voir là par exemple en rouge la partie du code que je n'ai pas encore testé et auquel il faut que j'écrive des tests. C'est bon pour toi, Léo? Oui. Merci. Alors, bien, on arrive déjà à la fin de la sprint et avec les prochains rendez-vous. Donc, le prochain rendez-vous, la sprint qui aura lieu le 16 mai. Donc, c'est pas la sprint numéro 8, mais ça sera la sprint numéro 9. On s'est trompé. Qui aura lieu donc le 16 mai, hein, comme je disais, de 11h à 12h. Vous avez la possibilité de revoir les sprint reviews en replay sur le blog dans les rendez-vous sprint review et cette sprint qui est enregistrée aujourd'hui sera bientôt disponible dans le blog. Par rapport au prochain support mutualisé, vous en avez un qui sera organisé le 28 mars, donc de 14h à 15h30 pour vous aider à créer des filtres bouquets Istex avec un autre champ qui s'appelle le champ yop.date. Et donc, il y a un article de blog d'ailleurs qui pourra aussi vous aider à réaliser ces filtres sur vos tableaux de bord. Si vous souhaitez vous inscrire, vous écrivez à easyteam@couperin.org comme d'habitude. Et puis, comme je l'annonçais au début de la sprint, eh bien, les prochains webinaires qui seront organisés pour l'enquête SGBU, pour présenter le tableau, eh bien, ce sera lundi 31 mars de 14h à 14h45 et vous avez des rendez-vous prévus jusqu'au 28 avril. Et voilà, nous arrivons à la fin de la sprint review et ça va être le moment pour vous de poser des questions, même techniques si vous le souhaitez.